Mesdames et messieurs, merci de suivre Grande Tribune. Aujourd'hui, il n'y a que de nouveautés. Pourquoi nouveautés? Puisque je reçois deux invités qui n'ont jamais, qui ne sont jamais passés ici, mais aujourd'hui nous ont fait l'honneur de répondre à toutes nos questions. Il faut rappeler que nous avons contacté M. Moleka, qui répondra à toutes nos questions. Et M. Bamana, lui, il est de l'étranger. Il est de l'Angleterre, congolais, qui vient à l'étranger. Il est là aujourd'hui. On va parler essentiellement de la question du Rwanda et toutes les stratégies possibles. Vous vous posez la question sur la situation du Bunagana. Qui dit la vérité? Est-ce l'armée congolaise ou les autres? Mais nous espérons que nous allons avoir la lumière tout à l'heure. Et puis après, il y a toute cette guerre que vous entendez. Est-ce que l'Ouganda soutient véritablement le M23? On en parle dans cette émission. Mais qu'est-ce que la RDC doit faire pour se faire respecter? Et ça restera la question ultime. Messieurs et dames, tout de suite l'actualité. Alors, je commence avec M. Christian Moleka. M. Christian Moleka, la question, elle est déjà posée. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que le M23 ne dit pas clairement qu'ils sont soutenus par le Rwanda. Et le Rwanda ne dit pas clairement qu'il soutient le M23. On se retrouve dans une situation de c'est vous le fautif? Non, ce n'est pas nous le fautif. Pourriez-vous d'abord décrire les circonstances et les conditions dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. Je crois que si on veut bien comprendre la situation à l'Est, il faut partir de ce qu'on peut appeler une sorte de doctrine militaire du Rwanda. Parce que d'ailleurs, beaucoup de généraux rwandais l'affirment, Paul Kagame également l'a affirmé. La doctrine militaire du Rwanda, d'un point de vue sécuritaire, c'est la guerre à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Bon, concrètement, ils disent que le Rwanda est un petit pays, que les problèmes sécuritaires du Rwanda ne peuvent pas se régler au Rwanda et qu'il faut le régler à l'extérieur. Et donc, depuis de longues années, les prétextes ou les raisons de lutte contre le FDLR a justifié la construction de cette doctrine qui veut que la guerre contre les FDLR ou les forces négatives rwandaises s'efface à l'extérieur du territoire rwandais. Et donc, ils ont toujours positionné une sorte de force tampon entre le Rwanda et leurs ennemis, généralement à Rutshuru, pour servir de zone de filtre contre l'attaque des FDLR. Que ce soit le RC de Goma, que ce soit le CNDP, que ce soit le M23, c'est la même tactique d'un point de vue sécuritaire de créer une zone tampon sur la frontière rwandaise pour justifier la défense de leur sécurité à l'interne. Ça, c'est d'un point de vue sécuritaire, c'est ça qui est affirmé. Mais en même temps, d'un point de vue politique, c'est de maintenir l'influence dans cette zone et dans cette région, parce qu'au-delà des raisons sécuritaires avouées, il y a des enjeux économiques, minières, on le sait, la région est fortement riche, et qu'une économie de guerre s'alimente derrière cette occupation dans cette région-là. Et troisièmement, c'est qu'à force d'occuper la région, on l'a rendue ingouvernable et on construit, je dirais, un narratif que le Congo n'est pas en capacité d'assurer la sécurité à l'intérieur de son territoire, tout du moins à l'est de cette partie du territoire, et cette rhétorique peut appuyer demain d'autres projets de balkanisation ou même d'extension du Rwanda vers ces zones-là. Donc c'est une rhétorique qui s'est construite durant de longues années et qui ne continue qu'à se répéter. Malheureusement, le Rwanda est cohérent dans sa stratégie, c'est la partie congolaise qui longtemps n'a pas été cohérent. Parce que lorsque vous discutez avec le M23, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous irons en négociation avec la partie visible de la stratégie. Après négociation, il y aura intégration de certains militaires dans l'armée, quelques réfugiés ramenés, puis une nouvelle appendice va naître, qui pourra s'appeler M24, qui va réoccuper la même région avec un même agenda, et le Congo va rediscuter avec le nouvel appendice, et le cercle vicieux demeure. Nous avons commencé à le faire avec le RCD Goma, on l'a fait avec le CNDP, on le fait avec le MP3, et si demain le Congo arrive à neutraliser le M23, une nouvelle appendice naîtra, on l'appellera peut-être APLC, et le cycle continuera, et pendant ce temps, l'économie de guerre se construit, l'influence se met en place, et nous continuons à construire cette ingouvernabilité-là de la partie est du pays. Alors, puisque vous avez très bien expliqué la question, mais pourquoi le Rwanda ne combat pas à l'extérieur avec les autres pays voisins? Pourquoi seulement la RDC? Pourquoi pas Burundi? Pourquoi pas Ouganda? Pourquoi pas les autres? Mais parce que si vous regardez, les enjeux ne sont pas uniquement politiques, sécuritaires et économiques. Je l'ai dit tantôt, il y a également ces besoins d'expansion territoriale qui ne s'avouent pas. À côté des raisons avouées, il faut que les Congolais le sachent, il y a des raisons inavouées et il y a cette volonté d'expansion territoriale du Rwanda qui aimerait avoir cette mainmise sur des territoires à l'est du pays. Cette raison-là,
Ce n'est pas la raison de l'Ouganda. L'Ouganda également a appliqué cette guerre extérieure au Congo, cette volonté d'entrer en territoire congolais, combattre l'EDF pour maintenir les rebelles au Congo. Le Burundi applique la même stratégie, entrer pour combattre les mouvements rebelles burundais qui se trouvent dans le sud Kivu. Et donc l'armée ougandaise également traverse la frontière pour combattre Red Tabara au Congo. C'est une stratégie appliquée par tous nos pays voisins. Mais la particularité avec le Rwanda, c'est qu'au-delà de la raison sécuritaire, il y a cette volonté d'expansion qui n'est pas avouée, mais qui est le fondement de ce qui se passe depuis longues années. Alors, M. Bamana, vous vivez en Angleterre. C'est vrai que vous êtes parti depuis longtemps, mais vous êtes de temps en temps au pays. Quand on vous parle M23, quelle est l'image que vous avez tout de suite? Est-ce que c'est Kagame que vous voyez ou vous voyez d'abord la faiblesse interne? Oui, de mon point de vue, quand on nous parle de M23, moi j'ai toujours vu le Rwanda qui est derrière, qui est caché. Oui. Le M23 en principe n'existe pas. Ça, ce sont des astuces de M. Kagame. Nous avons eu la chance de discuter avec les amis rwandais qui nous disent que Kagame a toujours juré d'annexer. Pas annexer, mais de mettre le Congo à genoux. Pas tout le Congo, mais la partie est du Congo. Il veut mettre cette partie-là à genoux. Ainsi, le Rwanda va exister. Vous voyez, on nous parle de Rwanda, le boom rwandais, ça fait plus de 10 ans qu'on nous parle de Rwanda maintenant. Du temps de Mobutu, on ne parlait pas de Rwanda. Et Kagame a vu un changement qui s'est opéré au pays. Il a compris que non, si on laisse faire, le Rwanda ne va plus bénéficier des dividendes. Les dividendes, c'est quoi? Quand le Congo, ça ne marche pas, on passe par le Rwanda pour résoudre les problèmes du Congo. Aujourd'hui, là où nous vivons en Angleterre, le gouvernement anglais a signé un protocole pour renvoyer tous les immigrés du monde, tous ceux qui viennent demander l'asile au Royaume-Uni, on va les envoyer au Rwanda. Mais ça a été refusé par la communauté internationale. Beaucoup d'autres pays le gouvernement s'en fiche, il s'en fout de ça. Le gouvernement a déjà mis les moyens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé un protocole avec le gouvernement rwandais, je pense 100 millions de livres sterling ou 200 millions qui vont financer le Rwanda pour que le Rwanda fasse les infrastructures, crée le travail. Ainsi, tous ceux qui viennent en Angleterre, à partir du le mois passé, je ne sais pas quel mois qu'ils ont dit, ils seront maintenant transférés au Rwanda et puis leurs cas seront jugés là-bas. Vous voyez comment le Rwanda bénéficie. Quand le Congo, ça ne marche pas, c'est le Rwanda qui est un interlocuteur valable pour la communauté internationale. Et au point de vue dividende, le Rwanda est en train de s'affirmer. Il y a le Rwanda a je ne sais pas, la population du Rwanda, c'est 10 millions à 13 millions, 13 millions d'habitants. Maximum. Ce n'est pas un grand marché, un marché pour les consommateurs. Et vous voyez, les grands géants Congo, c'est 100 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'il faut? Si le Rwanda, aujourd'hui, nous met à genoux, et le Rwanda a des dividendes qu'il tire de ses partenaires occidentaux, les clients viendront du Congo. C'est pourquoi le Kagame est dans sa logique de toujours. Quand Kagame il vous montre deux faces, Kagame c'est un monsieur qui n'est pas sincère. Quand vous parlez avec lui, il faut avoir l'aspect Kagame. Kagame, il vous montre une face et de l'autre côté, il fait autre chose. Et c'est ce que nous demandons à nos dirigeants, ceux qui nous dirigent, de ne pas être dupes. Et de savoir que nous sommes devant un interlocuteur qui change de temps en temps. Parce que son mobile, premier, c'est de mettre le Congo à genoux pour que le Rwanda existe, politiquement et militairement et économiquement. Alors, M. Christian Moleka, vous ne trouvez pas que ce sont des... Je ne veux pas dire que ce soit des idées ou des pensées ou même des ambitions naturelles pour un État qui veut s'affirmer. Est-ce que on reprochera au Rwanda d'avoir des idées comme ça sur nous? On ne peut pas reprocher à un pays ou à une élite d'avoir des ambitions de grandeur. La question que devait se poser, c'est quoi la vision de grandeur du Congo? Voilà. Ça, c'est la question la plus importante. Si le Rwanda estime que pour son développement, il a besoin de développer un positionnement stratégique dans la sous-région, c'est à nous de montrer que cette approche ne correspond pas à nos intérêts et que nous sommes prêts à nous battre pour nos intérêts. Donc c'est à nous de répondre. La grande difficulté, c'est à notre niveau, sur je dirais, le vide stratégique qu'il y a chez nous, qui crée le positionnement des autres. Parce qu'au fait, si vous regardez très bien la guerre que nous avons à l'Est depuis les années 90, c'est une guerre d'influence entre le bloc anglo-saxon et les blocs francophones dans lesquels nous étions à l'époque de Maréchal Mobutu. La guerre de l'AFDEL nous a fait basculer dans le bloc anglo-saxon. Si vous regardez bien le positionnement stratégique d'un pays comme l'Ouganda dans la question du Sud-Soudan ou dans les questions du
Corn Est Africa, c'est-à-dire l'Éthiopie, la Somalie, dans la lutte contre El-Shabaab, ils se positionnent comme des acteurs importants au niveau sous-régional. Si vous regardez la stratégie rwandaise, qu'il s'agisse pour la gestion des questions de migrés, qu'il s'agisse sur les questions de casques bleus dans la sous-région où ils envoient les troupes, c'est un positionnement stratégique qui leur permet de construire un lobbying qui appuie leurs intérêts. C'est aux Congolais de développer un lobbying, une diplomatie d'influence qui s'inscrivent dans nos intérêts. Alors, quels sont nos intérêts stratégiques? Alors, avant de parler des narratifs, je voudrais qu'on continue avec vous, mais avant de parler des narratifs, parlons de l'homme Kagame que vous voyez sur les images. Qui est-il pour vous, politiquement, mais aussi militairement? Que représente Kagame, l'homme, dans la sous-région? L'erreur, c'est de concentrer la question sur l'homme. Le problème, ce n'est pas l'homme. Le problème, c'est l'élite qui est au pouvoir, incarnée peut-être par un homme. C'est l'élite qui est au pouvoir, qui est une élite qui a vécu très longtemps à l'étranger. Il ne faut pas oublier qu'à cause du régime et des génocides intérieurs, beaucoup de jeunes Tutsis ont vécu à l'étranger avec plein de frustrations. Et cette élite-là s'est formée, suffisamment formée. Si vous suivez le CV de Kagame, il a fait West Point aux États-Unis. Donc c'est une élite qui s'est formée, qui s'est aguerrie en Ouganda parce qu'il a été au rassemblement militaire en Ouganda, dans le compte de l'armée du PDF de Museveni. Ils ont aidé Museveni à prendre le pouvoir et comme rente de guerre, Museveni a aidé cette élite à prendre le pouvoir chez eux au Rwanda. Donc c'est une stratégie pensée, structurée, qui s'est écrite depuis des années et qui sont en train de matérialiser et partagée par une élite. Par qui? Par une élite tout au pouvoir, qui a pendant longtemps rêvé d'expansion. Il ne faut pas oublier que la guerre de l'Ouganda a commencé en Tanzanie, que Museveni lui-même était en Tanzanie, lorsqu'il a fait Sciences Po en Tanzanie, qu'il a écrit son ouvrage sur la violence libératrice de Frank Fanon, et que de la Tanzanie, ils sont passés par l'Ouganda au Rwanda, puis au Rwanda en RDC. Rappelez-vous, lorsque le président Mouzé prend le pouvoir, au stade de martyr, Museveni dit qu'ils veulent créer un mouvement africain qui va s'étendre sur 13 pays. C'est-à-dire que c'est un projet qui a été pensé et qui a été mis en œuvre. Le problème, c'est qu'est-ce que nous pensons. Mais est-ce que Kagame, l'élite rwandaise, est-ce qu'elle a un soutien, je veux dire, prononcé des grandes puissances, des grands investisseurs, des grandes multinationales? Est-ce que le soutien est affiché, il est assumé, ou c'est encore dans l'imaginaire collectif? C'est très affirmé. Si vous regardez le budget du Rwanda, vous verrez que le Rwanda vit essentiellement des aides extérieures. Vous avez un budget à moitié composé de l'aide extérieure, notamment britannique et des pays anglo-saxons. Vous avez un soutien militaire, en coopération militaire avec des pays anglo-saxons très connus. Ça ne sert à rien de le cacher. Le soutien, il est très clair. Le problème, c'est que il n'y a pas que les États. Parce que nous avons tendance, généralement, lorsque nous parlons de la question de l'Est, à ne voir que des États. Aujourd'hui, en relation internationale, il y a des acteurs non étatiques qui sont plus forts que les États, c'est-à-dire les multinationales, les transnationales qui ont intérêt à avoir le contrôle sur les ressources minérales à l'est du pays. Et ceux-là sont ceux qui, généralement, ne sont pas cités parce qu'ils n'apparaissent pas comme acteurs de premier plan. Il y a toute une guerre économique derrière, il y a des enjeux économiques derrière, et le Rwanda n'est qu'une sorte de, je dirais, de type moderne. En fait, le système mondial fonctionne avec de relais. Il n'est qu'un relais d'une politique plus grande, des typos de relais qui servent des grands intérêts, notamment à l'est du pays. Parce que ces minéraux qui sortent, qu'il s'agisse du coltan, qu'il s'agisse du Yofang, n'ont pas pour destination finale le Rwanda. Le Rwanda n'est qu'un pays de transit. Ils vont ailleurs, ils vont alimenter une économie mondiale. Parce que vous avez suivi certainement les documentaires sur les téléphones du sang avec les coltans. Les minerais de sang. Les minerais de sang, tout ça. Ils finissent en Suisse, ils finissent à Dubaï, ils finissent dans les pays... Dans le silence total. Hein, dans le silence total, dans le groupe. C'est à nous d'aller vers ces acteurs peu visibles, qui pourtant sont les vrais moteurs de la guerre, et pas forcément rester focus sur la personne de Kagame, ou l'élite Kagame. Alors, M. Bamana, dans le même élan, M. Moleka pose le problème. Mais si c'est aussi simple que ça, pourquoi n'allons-nous pas voir directement la racine, les acheteurs, les décideurs, comme il a si bien dit, peu visibles? Pourquoi ne montons pas une stratégie pour le rencontrer et prouver à suffisance que tout ce que vous voulez avoir chez le Rwandais, vous pouvez l'avoir chez nous sans tuer les gens? Ouais, moi j'aborde ce point sur deux volets. Oui. D'abord pour rebondir, qui est Kagame? Kagame a changé l'homme rwandais. Si vous regardez l'homme rwandais du temps de Habyarimana et aujourd'hui, le Rwanda a totalement changé. Kagame, c'est un leader qui a façonné le Rwanda. D'abord, il a basculé du bloc
francophone, tout sur le bloc anglophone. Et Kagame a imposé une discipline au Rwanda. C'est une dictature, c'est une forme de dictature, mais voilée. Et ça, c'est ce qui fait de lui un leader qui est accepté. Et il y a une vision, et toute l'élite rwandaise doit respecter ce que Kagame dit. Ça, c'est un fait. Le problème est posé. Qu'est-ce que nous devons faire? Pourquoi pas aller à la racine? Oui. Mais si vous remarquez très bien, le Rwanda a joué, a une diplomatie, a un lobbying très fort. Le Rwanda, au moment où les Congolais sont en train de s'amuser, le Rwanda a investi beaucoup de moyens dans la diplomatie internationale, dans les lobbying. Je vous donne un petit exemple. Nous regardons les matchs de football. Vous voyez que le match de football est transmis dans toutes les chaînes mondialement. Prenez les clubs anglais comme Arsenal. Oui, même Paris Saint-Germain. L'Arsenal porte le nom de Rwanda, visiter Rwanda. Il y a les gens qui ne connaissent pas le Rwanda, au Malaisie, je ne sais pas où. Et quand ils regardent des matchs de football, directement ils voient le Rwanda. Ils vont poser que le Rwanda c'est quoi? C'est un petit pays en Afrique. Ça c'est sous forme de lobbying. Le Rwanda a mis de l'argent pour que le Rwanda soit visible. Là où les Congolais ne peuvent pas arriver sur la scène internationale, le Rwanda arrive et passe les messages. C'est ainsi que le Rwanda, il y a même la communauté internationale qui est divisée. Il y a les autres qui ne pensent pas que le Congo est agressé. Parce que le Rwanda fait passer de fausses informations. Ils disent non, nous défendons notre territoire. Parce que les Congolais ne peuvent pas arriver sur cette... Mais justement, pourquoi vous n'arrivez pas à construire ce narratif? Ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous devons changer nos habitudes. Nous, les Congolais, nous devons changer nos habitudes. Quitter la distraction, maintenant nous mettre au travail. C'est-à-dire quoi? Nous devons avoir les gens capables, les intellectuels capables, qui vont aller faire le lobbying, qui vont aller défendre le Congo, amener le vrai problème du Congo. Pas les gens qui vont partir pour faire le tourisme. Il faut avoir les gens capables qui peuvent aller là où les problèmes se décident. Je pense que ça a commencé déjà à donner des résultats, mais ce n'est pas assez. Il faut qu'on aille voir ces décideurs-là, envoyer des missions de temps en temps, aller dans des conférences, aller là où on parle de la communauté internationale, que le Congo soit présent, fasse un message. C'est ainsi qu'un jour, nous serons entendus et ça va passer. Le Rwanda a pris le temps d'être écoutés, ils sont là présents, mais nous venons derrière. Alors, je pense que c'est ça, c'est que nous devons mettre des moyens. Il y a un élément qu'il faut ajouter, c'est que les problèmes du Congo n'ont pas commencé avec la guerre du Rwanda, la guerre de 96. Il faut remonter un peu plus tôt. C'est que depuis 80 jusqu'en 96, le pays était presque ingouvernable. Nous avons plongé dans le jeu politique que nous faisons stérile chez nous, avec les transitions qui ont plongé l'économie par terre, avec les pillages, et nous avons construit nous-mêmes cette image d'ingouvernabilité du pays. À telle enseigne que face à la crise politique intérieure entre Mobutu et Tshisekedi et l'imbroglio de la CNS, pour certains, la solution à la crise politique congolaise a été pensée comme solution militaire. Qu'il faut régler le problème politique interne, tout du moins, ils ont justifié la guerre de l'AFDEL par le fait qu'il fallait liquider politiquement, militairement, ce qu'on n'a pas pu régler politiquement chez nous. Il faut partir de là, c'est-à-dire c'est notre capacité à gouverner en interne, notre gouvernance politique qui a montré ses limites et qui a justifié la guerre d'AFDEL, que ça appelle la guerre d'agression déjà, pour liquider politiquement un régime qui était moribond. C'est le régime Mobutu. Nous sommes partis de là. Deuxièmement, c'est qu'à la faveur du génocide Tutsi, le Rwanda a construit un narratif émotif important. Ils ont tenté de rapprocher d'ailleurs le génocide Tutsi avec la Shoah, construire une mémoire autour de cela et s'attirer en quelque sorte, je dirais, la commisération du monde. Et ça, ils ont réussi à le faire. Ils ont réussi à le faire. Par exemple, les Congolais n'arrivent pas à construire une mémoire sur tous nos morts. Est-ce qu'on parle de Makobola? Est-ce qu'on parle de Kabona Sampu? À Kisangani, on parle de Kumbushwe, la guerre de 6 jours. Mais est-ce qu'il y a une mémoire autour de la guerre de Kisangani? Est-ce qu'il y a une mémoire sur les batailles des Fizi? Toutes les morts des Fizi. On parle de 10 millions de morts, mais il n'y a pas de mémorial. Donc, mais d'abord, on n'est même pas d'accord sur les chiffres. Il y en a d'autres qui parlent sur 12 millions, il y en a d'autres 10 millions. Il y a un problème de mémoire que le Congolais n'arrive pas à construire. Il y a un problème de gouvernance politique en interne que n'arrive pas à construire et qui appuie cette instabilité-là. Généralement, ce sont les crises politiques en interne qui justifient ces genres d'agressions. Rappelez-vous que le CNDP est né en justifiant
la vérité des urnes, qu'il fallait reconquérir par les armes. C'est comme ça qu'elle est une scène de paix. Ça veut dire d'une crise politique en interne. Et donc, si nous-mêmes, en interne, n'arrivons pas à construire un minimum de stabilité, à construire une perception de gouvernance qui soit favorable, nous légitimons les points de vue des autres qui disent que le Congo est ingouvernable, c'est un pays instable, et donc ils ne peuvent pas eux-mêmes garantir la sécurité chez eux. Voilà pourquoi nous traversons pour nous protéger. C'est ça le narratif. Alors, et donc il faut refonder l'État, il faut construire l'État en interne. Et puis à l'international, le lobbying est un levier important. Parce qu'on y vient. Le lobbying est un levier très important. Aux États-Unis, par exemple, tout le monde le sait, les public relations, c'est fait. C'est-à-dire qu'il y a des structures, des firmes, des think tanks qui sont là pour faire le lifting de l'image. Et ça fonctionne avec des subventions. Il faut que l'État congolais développe des mécanismes de subvention pour la public relation. Les sénateurs, on le sait, il y a des caucus au sein du Congrès américain qui défendent des États. Ce n'est pas de la morale et de la bonne foi. Il y a des subventions d'État qu'il faut mettre en place pour parvenir à construire ce narratif-là. Et nous avons un inconvénient également, c'est que notre rayonnement est limité par le fait que nous sommes francophones. Et ceux qui nous font la guerre ne sont pas francophones, ils sont d'un horizon anglophone. Quelle est notre capacité à porter un discours dans les médias anglophones? Déjà, il faut que moi j'aurais bien souhaité que le ministre des Affaires étrangères soit bilingue, et qu'il soit capable de faire des plateaux en français sur TV5 Monde et des plateaux en anglais sur BBC, sur VOA, ainsi de suite. Donc si nous n'avons pas cette capacité de projection dans la pour pallier à la langue, pour pallier au problème de la langue, vous le dites si bien, il faut trouver des gens qui en parlent. Vous dites si bien qu'il y a des lobbying qu'on peut mettre en place où des gens peuvent parler pour nous. Des mini-documentaires. Nous avons des Congolais qui ont vécu en Angleterre longtemps. Nous avons des Congolais qui vivent aux États-Unis depuis longtemps. Nous avons, au-delà des Congolais, j'ai dit que ces structures existent. C'est-à-dire que les firmes de public relations existent. Vous allez à New York, il y a des cabinets qui ne font que ça. Le problème, c'est qu'il faut entrer en contact avec eux, il faut mettre les ressources pour faire ce travail d'influence. Et ce n'est pas forcément... Le président Félix a fait un travail de diplomatie institutionnelle, d'État à État, on l'a vu aller, mais au-delà de cette capacité de diplomatie institutionnelle, il faut aller cette diplomatie d'influence qui parfois n'est pas institutionnelle, mais qui a plus d'efficacité. Et est-ce que c'est avec ça qu'on va faire entendre raison à ces multinationales que voilà, les téléphones que vous avez entre vos mains, eh bien, il y a une fille qui n'est pas allée à l'école qui a été tuée pour ça. Il y a un enfant qui est dans le mine. Est-ce que c'est avec cette... Ça ne marchera pas avec cette bonne conscience. Les affaires ne se font pas avec la bonne conscience. Je suis désolé. Il y a un cynisme dans le monde il faut que les Congolais soient pragmatiques. Nous sommes dans l'angélisme et l'angélisme, ça ne fonctionne pas. Le pragmatisme, c'est quoi? C'est qu'il faudrait, par exemple, dire, nous mettons une zone franche. Nous mettons une zone franche à l'est du pays. Les investisseurs qui viennent ne payent 0 pot. Paradis fiscal, 0 taxe, 0 impôt, installez-vous, nous garantissons un minimum de stabilité et je vous assure qu'ils viendront. Le problème, c'est comment nous vendons notre image. Si vous prenez ce qu'on appelle les trends, les classements dans le monde, essayez de nous voir dans business, essayez de nous voir dans l'ITIE, essayez de nous voir l'indice risque pays, nous avons une perception très négative à l'international. Il faut travailler sur ces questions-là pour mieux vendre l'image, mais c'est également un travail qui doit être transpartisan. La grande faiblesse des Congolais, c'est que sur des questions de souveraineté et d'intérêt national, nous sommes bipartisans. Ça veut dire que nous divisons dans nos questions de politique intérieure sur des questions de politique internationale. Alors qu'en matière d'affaires étrangères, il n'y a pas de camp d'opposition et des pouvoirs. Ce sont des questions sur lesquelles la classe politique doit être capable de construire un pacte républicain. Et donc on ne devait pas se diviser entre Congolais de l'opposition ou Congolais du pouvoir lorsque le pays est en guerre. Donc ça, ce sont des questions en interne sur lesquelles il faut travailler et puis il faut réussir à faire un lobbying d'influence assez forte. Alors, M. Bamana, que pensez-vous de notre capacité de communiquer? Est-ce que nous sommes assez clairs sur la question? Je le dis souvent pour rire, mais en temps aussi pour affirmer les choses. Vous avez le chef de l'État qui, lui, est clair sur la question. Il dit c'est soit la paix totale ou la guerre totale. Il dit les M23, c'est plus des rebelles, c'est maintenant des terroristes. Mais vous avez la RTNC, par exemple, qui continue à dire que ce sont des rebelles. Vous avez certains médias congolais qui continuent à appeler des M23 des rebelles. Vous avez certains opposants qui continuent à appeler les M23 des rebelles. Et même les gouvernements, certains membres du gouvernement, par lapsus ou je ne sais par quoi, disent que, bon, tantôt c'est des rebelles, ainsi de suite. Est-ce que nous avons déjà construit le narratif pour identifier l'ennemi? Est-ce que c'est un adversaire? Est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que nous avons réussi à le faire? Pour répondre à votre question, je dis que nous ne communiquons pas assez. Ce que nous devons faire, c'est quoi? En temps de guerre, nous devons avoir une structure.
à la guerre comme à la guerre. Nous devons avoir une structure adaptée à une communication de guerre, comme notre ami l'a soulevé tout à l'heure. Le gouvernement devait communiquer par une structure, pas les points de presse, pas le point du gouvernement. Non, ça c'est du général. Il faut une structure. Le gouvernement ou l'armée en jonction doivent créer une structure qui doit communiquer, qui doit nous donner l'information réelle. Qu'est-ce qu'on doit dire? C'est comme on est en train de faire le mot-pape du temps de Mobutu, tout ça. On doit mettre le moyen, parce que la communication, si ça engage le moyen. L'État devait faire l'effort de guerre, le moyen, créer une structure qui doit seulement communiquer pour la guerre, nous donner l'information au front, nous donner les termes que nous devons donner et lancer les gens à l'extérieur sur le plan de la scène internationale. Aussi longtemps que nous n'avons pas cette structure, vous avez des informations d'une façon un peu multiple. On vous parle des rebelles, les autres vous parlent sont les terroristes, les autres vous parlent que sont les Congolais qui réclament les changements au sein de la République. C'est parce qu'il n'y a pas cette structure. Moi, je lancerai un message à ceux qui nous écoutent, de faire vite. La guerre, on ne la gagne pas. Ce n'est pas seulement la diplomatie, vous devez aussi montrer vos muscles. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine là-bas. Quand vous montrez que vous êtes aussi assez viril, vous pouvez vous défendre, on vous respecte. Et quand vous venez toujours avec des rhétoriques, non, c'est là, le Rwanda profite. Donc nous devons montrer que nous sommes assez mûrs. Cette fois-ci, le Congo, les géants Congo peuvent se défendre, peuvent communiquer sur la scène internationale. À l'interne, nous pouvons le faire. Et pour ce faire, il faut seulement une structure bien structurée, avec les gens capables. Il faut lancer les missiles, il faut lancer les gens. Comme on a lancé les gens à l'Est, là-bas, les commandos, il faut aussi lancer les communicateurs. Il faut les faire, il faut les lancer sur le terrain, à l'international, à l'interne, ils communiquent. Et ainsi, nous serons entendus et la donne peut changer. Aussi longtemps que ce n'est pas fait, je pense que nous partageons un peu, on nous accepte difficilement. On nous croit, on n'y croit pas, tu vois. Alors, M. Moleka, quelle est la communication adaptée en ce moment? Bon, je crois que déjà, monsieur Charles Bamana l'a dit également, l'information est une dimension importante de la guerre. On parle d'ailleurs d'info-guerre. Parce que la guerre, c'est d'abord le contrôle de l'opinion. C'est celui qui impose la définition du conflit dans l'opinion qui gagne, qu'il s'agisse de l'opinion interne ou de l'opinion internationale. Et donc, il nous faut réussir à construire une définition du conflit en interne ou international qui est partagée. Qu'est-ce qui ne marche pas chez nous? Ce qui ne marche pas chez nous, c'est que déjà au niveau politique, il y a un problème de cohérence. Si vous suivez le communiqué de l'armée sur le terrain, il est très clair. Si vous suivez les communiqués des politiques, ça commence à devenir compliqué. Vous sentez qu'il y a un décalage entre les déclarations très ouvertes de l'armée et le discours policé des acteurs politiques. Ça crée de l'imbroglio et pour beaucoup de Congolais, c'est des réactions à double vitesse qui ne marchent pas. Ensuite, l'armée elle-même devrait développer, de mon point de vue, des mécanismes de communication plus poussés. Je vis qu'ils utilisent maintenant de plus en plus Twitter pour les communiquer, mais on devait avoir des reporters de guerre qui accompagnent l'armée sur le terrain et qui relaient de manière permanente les images et l'information et construire un narratif qui est partagé. Le ministre de la Communication devrait aller plus loin également sur ça. En période de guerre, le traitement d'informations ne se fait pas comme en période de paix. Donc on aurait pu réunir les médias, discuter avec les patrons des médias sur quel traitement de l'info on fait. Ce n'est pas de la censure. En Ukraine, en Europe, il y a de la censure sur des choses qu'on ne fait pas. Sévère même. Il y a des questions sur lesquelles, par patriotisme, on ne communique pas. Et donc, il faudrait que ce travail soit fait. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on ment même. On essaie d'aggraver la situation alors que ce n'est vraiment pas ce qu'on... Ça doit être fait au niveau du ministre de la Communication pour permettre à ce qu'en interne, cette densité soit faite. En international également, si vous regardez le traitement de l'information dans les médias internationaux, le Congolais, nous ne faisons pas très attention. Essayez de voir le traitement de la question sur BBC, sur Le Monde, sur TV5 Monde. Vous verrez que trop peu des positions congolaises sont relayées. Et donc, il faut réussir à changer la perception dans ces grands médias. Mais comment on fait, M. Moleka? Mais inviter les reporters, inviter que l'armée organise ce travail de ces grands groupes vers nous. Les médias sont subventionnés. Il ne faut pas qu'on se cache qu'on se voile la face. Bien sûr, ils sont subventionnés. On sait comment ça se passe. Le lobbying, ce n'est pas seulement au niveau politique, même au niveau des grands médias, le lobbying se fait. Rappelez-vous, je vais vous donner un exemple simple. Durant la période du maréchal Mobutu, quelle était la position du journal Le Soir en Belgique? Lorsque Colette Brackman parlait, on savait situer Colette Brackman par rapport à la question zaïroise à l'époque et son position par rapport au régime Mobutu. Comment a-t-on pu réussir à imposer une lecture au journal Le Soir via Colette Brackman? Il y a ces relais que l'on peut utiliser dans les grands médias pour orienter les éléments de langage du Congo. Malheureusement, ce travail global, c'est vraiment un travail global de lobbying et de lifting,
et c'est important, ce qu'il a soulevé, d'avoir des cellules qui travaillent sur ça, devait être pensé. Mais cette coordination-là, on ne l'a pas malheureusement. Mais ce qui est dangereux, disons, ce qui est étonnant, M. Moleka, c'est que c'est des opposants congolais qui préfèrent acheter des médias étrangers pour attaquer le gouvernement en place. Et ça, on l'a fait depuis très longtemps. D'ailleurs, on fait des lobbying pour avoir les médias étrangers, pour attaquer le pouvoir en place. Et ça, on l'a fait à l'époque de Mobutu, on l'a fait à l'époque de Kabila Joseph, on le fait aujourd'hui à l'époque des Fachi. Et comme vous dites, les résultats, on est fragilisé. La grande faiblesse des Congolais, je l'ai dit, c'est qu'il n'y a pas un esprit républicain. Oui. Nous avons toujours exposé nos divisions internes à des enjeux internationaux. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément nous qui soutenons ces médias-là, ce sont ces médias qui s'appuient sur leur opposition au régime en interne en s'appuyant sur une opposition. Ça veut dire si ça ne marche pas avec Kabila, eh bien, ces médias vont tirer sur Kabila. Aujourd'hui, ça marche avec Félix, tant mieux. Quand ça ne marchera pas avec Félix, les mêmes médias globaux tireront sur Félix et donc s'appuieront sur une opposition pour fragiliser. C'est un mécanisme qui fonctionne depuis très longtemps. C'est à nous de comprendre qu'il faut, sur des questions de souveraineté, avoir un pacte républicain qui soit transpartisan. Le jour où la classe politique congolaise pourra être à cette hauteur-là, je crois qu'on ne prêtera plus le flanc à ces genres de divisions. Très bien. Alors, on va terminer ces premiers sujets sur le Rwanda. On va rentrer dans les côtés vraiment très agressifs. C'est quoi le mécanisme, c'est quoi la réponse qu'on apporte au Rwanda? Est-ce qu'on lui fait une guerre tout de suite? Est-ce que l'on soutient les rebelles rwandais de façon officielle comme le Rwanda essaie de le faire? Est-ce que le gouvernement congolais, par le lobby, comme l'a dit monsieur Christian Moleka, est-ce que nous n'allons pas, alors ça va être assez poussé, recruter les opposants ou donner la main aux opposants rwandais qui considèrent qu'ils doivent libérer le Rwanda de la dictature? Quelle est la posture de la RDC? Quelle doit être la posture de la RDC face au Rwanda? À mon humble avis, je pense pour moi, nous sommes devant un fait. Il y a la guerre. La diplomatie va donner ses résultats. Peut-être après. Mais pour le moment, nous voulons quelque chose de concret. Moi, je pense, pour moi, la recette, c'est quoi? Quand M. Mouzé Kabila était au pouvoir, le Rwanda nous avait agressés. Mouzé Kabila avait utilisé une stratégie qui a marché. Et ça lui a coûté un peu de reproches même à l'international. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous connaissez le Rwanda, c'est un petit pays. Si vous demandez à tous les Congolais de se défendre, parce que maintenant, il ne faut pas peut-être aller par le dos de la cuillère. Nous avons le Rwanda, notre ennemi, c'est le Rwanda. Moi, je pense que le gouvernement ou nos dirigeants, le chef de l'État, doivent prendre son courage, d'appeler tous les Congolais, de se mettre debout et se défendre. Je pense que les gens vont interpréter ça comme peut-être on veut faire les génocides. Parce que je suis quand Mouzé l'avait fait, il y a les sénateurs, les gouvernements occidentaux qui sont venus pour dire pourquoi vous avez lancé la chasse à l'homme. Et vous savez comment les Congolais ils ont fait ici à Tchango, comment ils se sont défendus. C'est ça même la stratégie que nous devons adopter. Dire que non, les Congolais, nous sommes agressés par le pays que vous connaissez. Prenez-vous en charge. Donc soyez en alerte avec tout ce que vous avez comme moyen de bord. Je pense que vous allez voir que la donne va changer. Mais là, on risque de tuer les gens ici à l'intérieur. Non, c'est très grave. C'est ça que je vous dis que ça sera interprété d'une façon officielle. Parce que nous sommes devant un fait accompli. Oui. Le Congo, on ne doit pas pleurnicher, on ne doit pas aller de réunion en réunion. Les gens sont en train de mourir. Et le Congo qui veut faire la guerre se prépare. On ne fait pas la guerre par... on doit être sûr que nous avons les capacités nécessaires pour affronter l'ennemi. L'armée rwandaise, je ne sais pas, moi je ne connais pas bien l'armée, mais ils sont... 33 000 hommes. 33 000, ils disent qu'ils sont disciplinés et structurés. Et si nous sommes de notre côté, moi je ne connais pas les secrets de la défense, si nous sommes bien structurés... Et on parle environ de 150 000 150 et nous sommes disciplinés et on a des moyens, je pense que nous devons aussi mettre l'aspect sécuritaire et armé devant. Parce que la guerre, c'est la guerre. Il faut aussi montrer vos muscles. Donc c'est ça ce que le Congo peut faire. En même temps, nous nous montrons agressifs sur le terrain et nous, on ne transige pas sur cette question. Et d'un côté, nous demandons, là nous allons négocier à part égale. Mais si nous partons en faiblesse, toujours la diplomatie, nous demandons, nous allons rentrer aux conclusions des M23 qui intègrent l'armée et nous allons faire le cercle vicieux. Parce que le principe c'est quoi? Le Rwanda veut toujours nous contrôler à l'interne à travers nos propres frères et sœurs. C'est ça ce qu'ils veulent. Parce que aussi, le Rwanda, son problème c'est quoi? Le Rwanda veut exister politiquement, économiquement. Si le Congo décolle, le Rwanda va perdre et vous allez sentir que le Rwanda n'aura pas les gains, les dividendes qu'il est en train de recevoir de l'extérieur. C'est pourquoi le Rwanda fait tout pour mettre le Congo à genoux, ainsi on peut passer par lui. Et le Congo, nous avons été... Pourquoi le pape n'est pas venu? Vous avez vu que le pape devait arriver ici, le roi, et les guerres ont commencé à s'intensifier de ce côté-là. Pourquoi?
Parce que quand le pape arrive, le Congo sera crédible, nous serons visibles. Le roi est venu, et si le président américain vient, et le Rwanda voit ça de mauvais oeil. C'est pourquoi il faut mettre ce côté, que ça soit un côté... Mais si le pape n'est pas venu, parce qu'il avait un problème au genou. Il a un problème au genou, il ne sait même pas marcher. C'est ça ce que nous acceptons, mais d'un côté aussi sécuritaire, le pape ne peut pas aller dans cette zone-là où, vous savez, nous allons voir le premier pape tué sur le sol congolais. Mais le Rwanda sait qu'ils ne pourront pas tirer sur les papes quand même. Hein? Ils peuvent le faire. Okay. Ils peuvent le faire pour peut-être, on va dire quoi? On ne sait pas, peut-être sont les rebelles qui étaient là-bas, Bougnagana, qui ont tiré, et puis le pape est déjà parti. Très bien. Ça, c'est un problème sécuritaire. Donc, moi, je pense que les Congolais, nous devons maintenant nous devons préparer la guerre. Très bien. Alors, monsieur Christian Moleka, la même question. Nous sommes 8e, je crois, en termes d'armée. On a la 8e position, alors que le Rwanda occuperait la 33e position. On est 150 000, mais mes chiffres peuvent être faux. On a 150 000 hommes et le Rwanda 33 000 hommes. À partir de quel moment on imagine, on réfléchit en fonction des guerres? Bon, la guerre ne se pense pas comme ça. On peut avoir 100 000 hommes. Qu'est-ce qu'on a en termes d'équipement? Qu'est-ce qu'on a en termes de logistique? Qu'est-ce qu'on a en termes d'alliés? Qu'est-ce qu'on a en termes de soutien aérien? Qu'est-ce qu'on a en termes de connaissances de terrain, en termes opérationnels? Il ne faut pas oublier que le Rwanda occupe l'est du pays depuis 20 ans. C'est-à-dire, d'un point de vue opérationnel, ils connaissent la région autant que nous. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme budget pour soutenir l'effort de guerre pendant combien d'années? Qu'est-ce qu'on a comme soutien diplomatique pour qu'on soit accompagné dans cette logique-là? C'est tout ça qu'il faut prendre en compte avant de faire l'option d'aller en guerre. Et la position de M. Bamana, de rentrer dans le Rwanda à pied, si possible. Moi, je crois qu'il faudrait, par contre, développer une théorie. Bon, c'est une théorie assez folle, mais la théorie du soupape, c'est-à-dire qu'il faudrait chauffer davantage la soupape pour qu'elle siffle. Donc, il faut maintenir l'escalade. À la fois l'escalade verbale, diplomatique, l'escalade sur terrain. Il faut maintenir l'escalade. La grande faiblesse chez nous, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que nous avons commencé l'escalade, il y a un appel diplomatique qui se met en place. Ça peut être l'Angola et le Congo désescalade rapidement. Nous reculons. Et il faut maintenir l'escalade. Il faut maintenir l'escalade. Il faut maintenir l'escalade verbale, il faut maintenir l'escalade sur terrain militaire, agressif, parce qu'il y a des pertes en nombre de l'autre côté également, même si ça ne vaut pas. Il faut maintenir l'escalade. Et s'il faut même aller jusqu'en la ligne diplomatique, il faut maintenir l'escalade. De sorte que cette pression-là, au niveau de la sous-région, peut attirer l'attention des différents acteurs et amener à ce que la question de fond soit abordée. Maintenant, la réponse n'est pas que militaire. L'escalade, elle sera au niveau militaire, au niveau de la communication, au niveau verbal. Il faut donner des réponses économiques. Il faut donner les réponses économiques nécessaires auprès des acteurs intéressés. Ça veut dire comment nous pensons, par exemple, faire une zone franche. À l'Est, comment nous mettons une zone franche industrielle, une zone franche économique, qui permettent l'accès comme paradis fiscal à zéro fiscalité dans ces zones minières. Comment nous encourageons les entrepreneurs à y aller? Nous avons par exemple du pétrole, du gaz plutôt dans les lacs Kivu. Connaissant aujourd'hui les tensions autour du gaz russe, comment nous, Congolais, nous pensons le gaz dans les lacs comme alternatif à un marché européen? Ce sont des questions sur lesquelles il faut penser. Si nous mettons le gaz comme un facteur économique à une réponse, à un besoin européen, puisque l'Europe aujourd'hui est en recherche de solutions alternatives, pas que les Européens, les Américains également, à l'absence du gaz russe, nous avons les réponses économiques à apporter. Il suffit de bien penser économiquement ces réponses. Nous pouvons apporter des réponses économiques. Et puis après, en termes de politique intérieure, il faut travailler à une gouvernance intérieure forte. Il nous faut refonder l'État. Ça veut dire la territoriale, ça veut dire les services de renseignement, ça veut dire l'administration publique, ça veut dire la décentralisation. Il faut que la gouvernance foncière soit mieux pensée. Il faut que les conflits communautaires qui servent parfois d'argument d'alibi soient pensés. Ce sont des questions sur lesquelles il faut travailler. Et c'est sur ce tableau-là qu'on peut arriver. Mais une guerre avec le Rwanda doit être l'option ultime. Vraiment l'option ultime lorsque nous aurons épuisé toutes les solutions. Mais pour l'instant, il faut maintenir l'escalade à la fois verbale que sur le terrain. Et qu'en pensez-vous de soutenir les groupes rebelles rwandais ou les opposants rwandais? Ça veut dire que nous donnons justement à Kagame l'argument qu'il a toujours voulu avoir. Ça veut dire que l'armée congolaise, et d'ailleurs c'est le narratif du Rwanda, est en étroite collaboration avec les FDLR pour instabiliser les Rwandais. Les FDLR sont des forces génocidaires et donc c'est pour ça qu'eux traversent la frontière pour combattre les FDLR au Congo. Donc nous n'avons pas raison, nous n'avons pas de besoin de justifier ces narratifs. Par contre, nous avons approuvé qu'il n'y a pas de FDLR au Congo, que les FDLR ont été combattus avec l'armée rwandaise dans l'opération Roudia, que leurs chefs ont été arrêtés,
qu'ils ont été ramenés au Rwanda, puis recyclés et ramenés au Congo. Ce sont des questions sur lesquelles nous pouvons travailler. Et puis, il faut trouver d'autres leviers. Par exemple, les rapports mapping. Nous avons un levier important en termes de volet de justice, mais le Congo ne veut pas l'exploiter. Insistons pour qu'il y ait l'exploitation du rapport mapping. Parce que lorsqu'on va ouvrir les rapports mapping, beaucoup d'officiers et hommes politiques rwandais sont liés dans ce rapport aux violations des droits de l'homme, et c'est un élément de menace important que nous pouvons également mettre en avant. Mesdames et messieurs, merci. Est-ce que vous avez un mot par rapport à cela ou on continue? Mon mot est que nous sommes pendant la période de guerre. Le Congo ne doit pas rester l'éternel, celui qui pleure toujours. Nous sommes agressés de l'extérieur, nous devons nous défendre. Se défendre, c'est quoi? Mettre le moyen, et puis nous devons chasser l'ennemi hors d'état de nuire. C'est ce que nous devons faire. Et je pense qu'à ce point, le gouvernement doit repenser sa politique. Il doit mettre le moyen, il doit envoyer. Nos troupes sont sur le terrain, il faut multiplier les troupes. Ce côté-là, je ne connais pas bien le côté est. Si on envoie des 500 000, 100 000 militaires, il faut renforcer les capacités. Si on renforce les capacités, l'ennemi peut avoir peur. Mais si vous ne renforcez pas les capacités, on nous attaque aujourd'hui, demain ils reprennent, et ça fait un cercle vicieux.